Merci beaucoup de votre accueil et de votre petite présentation. J'ai bien conscience que parmi vous, beaucoup connaissent ce sujet depuis fort longtemps et avec des précisions qui seraient tout à fait complémentaires de celles que je vais essayer d'apporter. D'autant plus que le père Brice de Malherbe m'a demandé au fond de poser les bases, ce qui n'est pas loin d'enfoncer des portes ouvertes sur le sujet qui nous occupe. Mais en le travaillant, moi j'ai découvert quelques éléments que je voudrais partager avec vous. Mon point de vue est tout de même spécifique, comme souvent lorsque, entre chrétiens, on parle de l'embryon, en principe, enfin, je dirais moi en tout cas, je ne le touche pas, je ne suis pas scientifique, je vais bientôt visiter un centre, mais pour l'instant, mes contacts avec ce sujet sont le plus souvent au travers de couples confrontés à l'infertilité, de couples que nous aidons dans un de nos services qui s'appelle SOS Bébé et qui viennent avec des souffrances et ou parfois des parcours d'assistance médicale à la procréation pour lesquels ils témoignent. Puis j'ai aussi développé une amitié plus récente avec Arthur Kermalvesen qui a écrit Né de spermatozoïdes inconnus et qui parle des souffrances spécifiques de personnes qui ont été, dit-il, privées de leurs origines biologiques. J'ai discuté avec quelques médecins qui travaillent en AMP et qui aussi m'ont fait comprendre quels étaient les dilemmes auxquels ils étaient confrontés. Je vais essayer de centrer davantage mon intervention sur l'embryon que sur toute la dynamique plus complète de l'AMP, bien que j'en parlerai un petit peu. Et ce que j'essaie de faire avec vous, sans doute, c'est de comprendre ce qui se passe. Voilà, comprendre à la fois ce qu'on a le droit de faire, ce qui se fait, ce qui se vit, et aussi pourquoi, au fond, parfois de telles absurdités. Je précise que je vais aborder essentiellement ce que on entend par assistance médicale à la procréation en France. Je n'aborderai pas des sujets pourtant très intéressants et qui seraient à creuser, comme les naprotechnologies, tout ce que les méthodes naturelles peuvent apprendre aussi pour lutter contre l'infertilité, toutes les méthodes, je dirais, de véritables traitements de l'infertilité, qui sont des points, bien sûr, majeurs aussi de ce débat, pour proposer d'autres choses parfois. Sur le site de l'Agence de biomédecine, consacré à ce sujet, il nous est dit qu'un couple sur 7 consulte une fois ou l'autre pour infertilité et qu'un couple sur 10 suit à un moment ou à un autre des traitements sur ce sujet. On voit que c'est un sujet majeur, important. C'est, nous le savons, une épreuve humaine millénaire, terriblement cruelle, autrefois comme aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un des éléments majeurs pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a eu un basculement au travers de ce que Monseigneur Jean-Louis Bruguès, ne vient pas de moi, a appelé la procréation par substitution. Donc je pense que c'est vraiment important qu'on ait conscience qu'à partir du moment où il a été possible de procréer sans relation sexuelle, la dissociation entre la possibilité de procréer et le fait d'avoir une relation, un rapport sexuel, là se situe le basculement vers ce qui nous occupe davantage aujourd'hui. Et puis je dirais aussi qu'il y a aujourd'hui de nouvelles peurs et de nouvelles demandes. Les nouvelles peurs, c'est lié à l'infertilité. Vous avez sans doute vu passer des articles qui nous montrent que les hommes ont de moins en moins de spermatozoïdes, c'est lié à la sédentarité, dit-on, à la pollution, aux pesticides, au mode vestimentaire peut-être, enfin à l'alcool, au tabac. Voilà. Et donc il y a aujourd'hui cette immense peur d'une infertilité qui grandit et qui d'ailleurs provoque de nouvelles demandes. Et ces nouvelles demandes, elles échappent à simplement l'infertilité qu'on peut connaître par difficulté à concevoir naturellement. C'est aussi des personnes qui demandent l'accès à l'aide médicale à la procréation lorsqu'ils n'ont pas de relation sexuelle avec une personne du sexe complémentaire, lorsqu'ils ne veulent ou ne peuvent pas en avoir. Et donc là, il y a aussi de nouvelles demandes qui sont assez abyssales et qu'il faut avoir en ligne de mire, je dirais. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Vous connaissez l'expression, et vous le savez, et nous le savons. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire lorsque dans un pays comme le nôtre, 20 000 enfants, aujourd'hui, d'après les chiffres les plus récents de l'Agence de biomédecine qui date de 2006, naissent chaque année. Soit au total, simplement par fécondation in vitro, je viendrai sur les données chiffrées, on dit que 200 000 enfants sont nés aujourd'hui en France par fécondation in vitro. Et donc, on a bien conscience qu'il y a un travail à faire pour prendre en compte ces existences, je dirais aussi en tant que chrétien, comme des dons de Dieu, mais sans forcément être obligé d'avaliser des modes de conception qui nous paraîtraient éventuellement, j'ouvre plein de guillemets, non dignes. Voilà. J'ai envie de dire des choses là-dessus, mais je crois que je vais laisser aux autres intervenants le soin de creuser.
Voilà, il y a 119 000 tentatives par an. Et vous voyez qu'entre 2003 et aujourd'hui, il y a une explosion quantitative de l'assistance médicale à la procréation, au point qu'on peut se dire d'un certain côté, et je pense que j'ai eu quelques insomnies cette nuit à cause de ça, que c'est comme incontestable. Et je me trouve partagé entre le regard sur l'embryon que je vais vouloir objectif et l'immense peine ou tristesse que je partage avec des couples porteurs de ce drame de l'infertilité ou qui vivent des parcours difficiles d'assistance médicale à la procréation. Je me dis que là, il y a quelque chose de difficile à relever pour nous tous. Alors, 3 éléments. La pratique légale, que je vais rappeler rapidement, compte tenu de qui vous êtes. L'AMP en chiffres, avec quelques découvertes que j'ai faites et que vous connaissez peut-être, et puis une réflexion sur les couples et les équipes médicales, ce qu'ils vivent. La pratique légale. Alors, vous le savez, la loi bioéthique a été établie en 1994, longtemps après la naissance de la fameuse Amandine, qui a 30 ans aujourd'hui. Et en 2004, il y a eu quelques modifications. J'ai mis les modifications pour 2004 en jaune. Alors, petit rappel, vous savez sans doute qu'il est nécessaire d'avoir donc une vie commune de 2 ans, pas forcément un mariage, mais l'attestation de vie commune de 2 ans pour avoir droit à l'assistance médicale à la procréation. Également, la France a autorisé, contrairement à l'Allemagne, la conservation des embryons pendant les 5 années au moins par congélation, cryoconservation, avec la possibilité ultérieure de donner l'embryon à un autre couple, ce qu'on appelle pudiquement l'accueil d'embryons dans le site de l'agence de biomédecine, ou de demander sa destruction, qu'on appelle l'arrêt de congélation, ou bien, depuis la dernière loi bioéthique, la possibilité de le donner pour la recherche à titre dérogatoire. Ce sont ces fameux embryons dits surnuméraires. Autre élément législatif, cette possibilité de féconder des embryons avec un donneur ou une donneuse, l'un ou l'autre, mais pas les deux, essentiellement du don de gamètes masculines spermatozoïdes, mais également pour un certain nombre de situations, dont d'ovocytes, qui sont plus marginaux pour beaucoup de raisons. Difficulté de les prélever, difficulté de les conserver également. Voilà. 5 enfants initialement pouvaient naître du même donneur en France et ce chiffre a été porté à 10 par les lois les plus récentes pour sans doute pallier l'absence de candidats d'honneur. Il n'y en a pas beaucoup en fait dans notre pays, malgré l'anonymat. Et puis peut-être à cause de sa non-rémunération. Et je viens effectivement aux 3 grands principes généraux pour le don de gamètes et d'embryons aussi, et également d'ailleurs pour leur réception. Ces principes sont dans les 2 sens, anonymat, gratuité, volontariat. Enfin, c'est lié à une tradition, je dirais, française qui est méritoire, hein, le refus de la marchandisation du corps. Voilà, on n'a pas les banques de sperme avec des caractéristiques physiologiques, prix Nobel, top modèle, etc., qu'on voit ici ou là, avec toutes les dérives eugéniques qui sont assorties à ces pratiques, qui sont souvent anglo-saxonnes, très libérales. Donc la France a une position qui est prudente sur ce sujet, et ça n'empêche que ça pose d'autres problèmes, comme Arthur Kermalvozen, que j'évoquais tout à l'heure, en témoigne. Voilà, il n'y a pas non plus de rémunération, ce qui fait qu'il y a d'ailleurs quelques femmes qui vont dans des pays étrangers. Je sais qu'en Espagne, par exemple, les étudiantes financent leurs études pour certaines avec leurs dons de gamètes. Les Australiens vont en Grande-Bretagne et vendent leur sperme pour pouvoir payer leurs études, etc. Il y a tout un trafic international, mais en France, on est pour l'instant, en tout cas officiellement, préservé. En 2004, il y a eu cet ajout que, ici, je peux évoqué comme une transgression sans précédent, pour reprendre l'expression du cardinal Philippe Barbarin, c'est l'autorisation par dérogation et pour une durée de 5 ans, ça a été évoqué par le père Brice de Malherbe, de l'expérimentation sur embryon. On peut dire que, je le dis entre nous avec une formule peut-être un peu brutale, mais puisque ces embryons ne seront plus l'objet, comme on dit, d'un projet parental, eh bien, ils sont au fond susceptibles d'une vivisection, ils sont vivants, hein, vivisection, pour nous servir à nous, pour que nous puissions éventuellement vivre plus vieux, être soignés, que nos parents, nos grands-parents, je ne sais, soient sauvés de telle ou telle maladie emblématique pour lesquelles on a promis des recherches thérapeutiques, mais bon, vous savez que c'est un petit peu une illusion pour le moment. Hein. Voilà, on a également autorisé d'apporter des cellules souches embryonnaires. On avait à l'époque d'ailleurs porté plainte contre cette décision lorsque c'était un ministre qui l'avait pris, mais la loi a rapidement réparé
l'abus de pouvoir du ministre en autorisant cette importation. Voilà, le clonage, pour mémoire, a été interdit, tandis que l'agence de biomédecine était créée.